L'intimidation de la Chine s'est retournée contre elle de la pire manière. Le 11 août, 2 navires chinois lourdement armés, un patrouilleur des gardes-côtes anciens navires de guerre, et un grand destroyer type 052 poursuivaient agressivement le barco NG, Republica NG Pilipinas Suluan, un petit navire des gardes-côtes philippins, près du banc de Scarborough. Cette zone maritime au large des Philippines est l'un des endroits les plus disputés au monde. Elle appartient légitimement aux Philippines selon le droit international. Pourtant, la Chine affirme qu'il s'agit d'un territoire chinois et chasse quiconque ou quoi que ce soit qui traverse la zone. Que ce soit bateaux, navires ou pêcheurs, cette fois n'a pas fait exception. D'après les journalistes à bord, le navire chinois avait déjà failli entrer en collision 2 fois plus tôt durant la poursuite. Lors d'une 3e tentative pour encercler le Suluan, le destroyer chinois, trop zélé, a voulu le couper à pleine vitesse, a perdu le contrôle et a percuté son propre patrouilleur des gardes-côtes, provoquant une collision majeure. Le plus fou, c'est que les Philippines n'ont tiré aucun coup de feu ni fait preuve d'agressivité. Pourtant, 2 navires chinois ont été gravement endommagés, l'un d'eux étant si touché qu'il a dû être remorqué. C'est un tout nouveau niveau d'humiliation internationale. Mais n'oublions pas, ce n'était qu'une égratignure pour la Chine. Si ce destroyer avait percuté le navire philippin au lieu de son patrouilleur, les conséquences auraient été bien plus graves. Des dizaines de victimes, peut-être le Suluan au fond de la mer, et une réaction en chaîne qui aurait littéralement pu dégénérer en une grave crise internationale, voire en une véritable guerre. Tout le monde sait que les Philippines ne peuvent pas faire la guerre à la Chine. C'est la réalité. Et ce fait, justement, c'est exactement sur cela que Pékin compte, alors qu'il essaie de prendre le contrôle de l'ensemble de la mer de Chine méridionale. Vous verrez bientôt pourquoi la Chine prend des risques, en intimidant plus de 5 nations à la fois, comment cela frôle un point de bascule et pourquoi les conséquences pourraient être graves. Mais d'abord, que gagne la Chine? Écoutez, j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos expliquant pourquoi la mer de Chine méridionale est si précieuse sur les plans économiques et stratégiques. Je ne vais donc pas vous ennuyer en répétant tout cela. Mais au cas où vous seriez nouveau ici, ou si vous n'avez jamais vu ces vidéos, voici la version courte. Cette mer couvre environ 3,5 millions de kilomètres carrés et regorge de nombreuses îles, récifs coralliens et lagons. Les principales sont les îles Spratleys au sud, les Paracels au nord, le banc de Scarborough à l'est et quelques autres éparpillés. Environ un tiers du commerce maritime mondial transite ici économiquement. En 2016, les échanges par ces eaux valaient environ 3,4 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce chiffre a grimpé entre 5 et 11 km, 300 mètres milliards de dollars par an. De plus, la mer regorge absolument de ressources. Les États-Unis estiment que la mer de Chine méridionale recèle 190 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel et 11 milliards de barils de pétrole prouvés ou probables. La plupart de ces gisements de pétrole et de gaz sont plus proches du Vietnam et de la Malaisie. C'est pour cela que la Chine les harcèle agressivement près de leurs côtes. Et n'oublions pas les poissons. Cette mer est l'un des environnements maritimes les plus riches de la planète. Des millions de personnes dépendent quotidiennement de ces pêcheries pour se nourrir, gagner leur vie et survivre. Ces eaux sont légalement réparties entre plusieurs nations, chacune y pêchant dans sa zone. Mais si la Chine contrôle entièrement la mer de Chine méridionale, elle pourrait littéralement prendre en otage des pays entiers en restreignant leur accès à la nourriture. Enfin, il y a la valeur stratégique. Les experts surnomment la mer de Chine méridionale la gorge du Pacifique occidental et de l'océan Indien. Presque tous les navires transportant pétrole et marchandises de l'océan Indien vers la Chine, le Japon et la Corée du Sud traversent le détroit de Malacca près de Singapour. Pour ces pays, surtout la Chine, ce détroit est une véritable bouée de sauvetage. La Chine dépend largement du pétrole du Moyen-Orient, principalement via Malacca, ce qui constitue une grande vulnérabilité. En cas d'escalade, une marine rivale comme celle des États-Unis ou de ses alliés pourrait facilement bloquer Malacca et stopper l'approvisionnement en pétrole de la Chine du jour au lendemain. Si la Chine attaque Taïwan, ce détroit deviendrait la principale voie d'accès pour toute force navale occidentale. Contrôler cette mer permettrait littéralement à Pékin d'empêcher les navires américains de s'approcher suffisamment pour intervenir efficacement. C'est pourquoi Pékin est si obsédé par le contrôle de ses eaux. Contrôler la mer, au-delà du gaz, pétrole ou pêche, permet de bâtir une barrière stratégique protégeant les côtes chinoises des menaces.
Si vous voulez que le monde sache comment les petites nations défient une superpuissance, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Votre soutien permet de diffuser cette histoire au-delà de l'algorithme et des récits imposés par Pékin. En réalité, cette obsession date de plusieurs décennies. Les stratèges chinois ont développé le concept de première chaîne d'îles, une ligne allant du sud du Japon, passant par Taïwan jusqu'en Malaisie. C'est un mur défensif naturel d'îles, de récifs et de passages étroits qui enferment la Chine et bloquent l'accès direct au Pacifique. La Chine semble prisonnière derrière une grande barrière, l'océan lui restant inaccessible. L'amiral Liu Hua-Chiung, surnommé le père de la marine moderne chinoise, a largement popularisé cette idée. Il affirmait que la marine chinoise ne serait puissante et en sécurité qu'en franchissant cette chaîne d'îles et en opérant librement. Une fois la Chine arrivée à cet objectif, plus rien ne pourra l'arrêter. C'est précisément pour cette raison que la Chine s'est lancée dans une frénésie de construction d'îles et de bases militaires. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous devez d'abord comprendre à quel point la revendication de la Chine sur la mer de Chine méridionale est étrange et fragile. Depuis des décennies, le Parti communiste chinois a construit un récit pour ses citoyens, affirmant que ces eaux ont toujours appartenu à la Chine. Les manuels, cartes officielles et films de propagande évoquent une souveraineté chinoise ininterrompue sur ces eaux depuis des siècles, voire des millénaires. Revenons à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon contrôlait de nombreuses îles de la mer de Chine méridionale. Après la reddition du Japon, ces îles se sont retrouvées sans propriétaire officiel. En 1951, des délégués de plusieurs nations se sont réunis à San Francisco pour signer un traité de paix, le Japon renonçant officiellement aux îles Spratly et Parasol. Le traité n'a pas précisé l'héritier de ces îles, les laissant dans un vide juridique. Cette ambiguïté a favorisé des décennies de différends, de confrontations, et une situation dont la Chine a pleinement profité. À la fin des années 1940, la Chine a formulé sa première revendication officielle sur la mer de Chine méridionale, enfin, plus ou moins. À l'époque, le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek a créé une carte avec une ligne à 11 traits, englobant presque toute la mer de Chine méridionale. Le régime de Chiang avait besoin d'un élan nationaliste pour unir son pays fragmenté, et espérait que des revendications territoriales exagérées renforceraient le soutien du public. Eh bien, cela n'a pas fonctionné. Lorsque le gouvernement communiste a pris le contrôle de la Chine continentale, il a légèrement modifié cette revendication, en 1953, la simplifiant pour en faire la tristement célèbre ligne aux 9 traits. Aujourd'hui encore, cette ligne aux 9 traits figure sur les passeports chinois, cartes officielles, manuels scolaires et documents gouvernementaux. Pourtant, après des décennies, la Chine n'a jamais donné de coordonnées précises, de justifications juridiques claires, ni de preuves historiques solides. En gros, ils se disent que si on le répète suffisamment, peut-être que tout le monde finira par arrêter de poser des questions. Si vous interrogez les responsables chinois sur la propriété de cette mer, ils brandiront d'anciens documents de pêcheurs ou explorateurs ayant navigué ces eaux, il y a des siècles. Peut-être qu'ils vous montreront une vieille carte poussiéreuse du XVe siècle et appelleront ça une preuve. C'est littéralement tout. Aucun pays ni le droit international moderne n'ont reconnu la revendication de la Chine sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Parallèlement, les autres pays de la mer de Chine méridionale avancent aussi leurs arguments légitimes. Le Vietnam affirme avoir hérité des Paracels et Spratly de la dynastie Nguyen et de l'administration coloniale française. Les Philippines fondent leurs revendications sur la proximité et la découverte, en particulier sur un explorateur philippin qui a découvert certains îlots des Spratlys en 1956, les annexant officiellement sous le nom de groupe d'îles Kalayaan. La Malaisie revendique une partie des Spratly en se fondant sur l'extension de son plateau continental. Brunei revendique un récif dans sa zone économique exclusive. Taïwan possède la plus grande île naturelle des Spratlys, Ituaba. Saviez-vous que le gouvernement taïwanais a d'abord tracé la ligne à 11 traits, avant de fuir à Taïwan? Comme la Chine continentale, Taïwan revendique aussi presque toute la mer de Chine méridionale. C'est donc complexe. Mais notez ceci. Parmi les 6 parties revendicatrices, la Chine est littéralement la seule à intimider constamment tous les autres pour appuyer ses revendications. Pourquoi la Chine n'a-t-elle revendiqué cela qu'après la Seconde Guerre mondiale? Avant, elle avait d'autres problèmes majeurs. D'abord, le Japon a envahi brutalement la Chine dans les années 1930, prenant le contrôle de vastes régions. Des millions de Chinois ont péri, des villes détruites, le pays plongé dans le chaos. La Chine contrôlait à peine son territoire continental, encore moins des îles lointaines en mer de Chine méridionale. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, et le retrait du Japon, la Chine a aussitôt plongé dans une guerre civile entre les nationalistes de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Zedong. La guerre civile, qui a duré 4 ans, a encore plus dévasté le pays.
Même durant le bref intervalle entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée au pouvoir des communistes, le gouvernement nationaliste de Chiang a posé une base, la ligne en 11 traits. Mais après la prise de pouvoir de Mao en 1949, la Chine est retombée dans le chaos. Les campagnes désastreuses de Mao, comme le grand bond en avant et la révolution culturelle, ont ravagé le pays, causant famine et effondrement social. Les autres pays de la région étaient également trop occupés à se remettre de la Seconde Guerre mondiale. Et franchement, ces petites îles perdues au milieu de nulle part ne semblaient pas mériter beaucoup d'attention. Du moins, jusqu'à ce que du pétrole y soit découvert en 1968 et... Après cela, tout a changé. Une étude géologique parrainée par les Nations Unies a révélé la présence potentielle de réserves de pétrole cachées sous le fond marin de la mer de Chine méridionale. Soudain, ces rochers insignifiants sont devenus très convoités. Au début des années 1970, la course s'est accélérée. Les pays de la région, encore marqués par des décennies de guerre et de pauvreté, y ont vu une occasion de faire fortune. Les Philippines, pour eux, n'ont pas perdu de temps. En 1976, ils avaient trouvé du pétrole près de Palawan, hors des Spratleys. Le Vietnam a invité des entreprises étrangères à explorer les eaux près de sa côte. Tout le monde voulait revendiquer son territoire. Et où était la Chine pendant tout cela ? En réalité, ils observaient attentivement et attendaient. La Chine n'était pas encore prête, mais savait ce qu'elle voulait. Le règne chaotique de Mao venait de finir, et le pays avait encore quelques problèmes à résoudre. Voyant d'autres nations conquérir des territoires, la Chine a compris qu'elle devait agir pour ne pas être laissée pour compte. La marine chinoise était encore faible, peinant à patrouiller ses côtes. Mais c'était une occasion en or que la Chine ne pouvait tout simplement pas se permettre de manquer. Heureusement pour Pékin, le moment ne pouvait pas être mieux choisi. Leur principal rival, le Sud-Vietnam, était pris dans une guerre civile, tandis que les forces communistes de Hanoï bombardèrent ces villes. Les troupes américaines faisaient leur bagage et rentrèrent chez elles. L'armée de Saïgon essayait désespérément de simplement survivre. La région était distraite, vulnérable et mûre à être prise. La Chine a saisi l'opportunité dans les îles Paracels. Ces petites îles, souvent stériles et couvertes de fientes d'oiseaux et de vieilles cabanes de pêcheurs, avaient une grande valeur stratégique. Contrôler les Paracels permettait à la Chine de projeter sa puissance navale et aérienne en mer de Chine méridionale, justifiant tous les risques. En janvier 1974, une petite flotte chinoise s'est approchée des îles et a vite affronté les navires de guerre sud-vietnamiens présents. La marine chinoise a coulé un navire de guerre vietnamien et tué environ 74 marins sud-vietnamiens. Les autres ont dû battre en retraite, laissant l'île à la Chine. Ainsi, les Paracels sont devenus un territoire chinois. La Chine a rapidement fortifié son nouveau trophée, installant des avant-postes militarisés et déployant des troupes. Pour la Chine, ce fut une victoire rapide sans réaction internationale. Même les États-Unis, alliés principaux du Sud-Vietnam, n'ont rien fait. Un conflit pour des îles lointaines ne justifiait pas une guerre, donc les États-Unis ont ignoré la situation. La Chine n'en croyait pas sa chance. C'était une victoire facile, un laissez-passer gratuit, pratiquement une invitation ouverte à continuer. Mais pour le Vietnam, ce fut une profonde humiliation, qu'ils n'ont pas oubliée même aujourd'hui. Le Vietnam revendique toujours officiellement les îles Paracels, et envoie parfois des patrouilleurs près des eaux chinoises pour protester. Mais en réalité, le contrôle de la Chine est inébranlable. Ils y ont stationné environ 1000 soldats, renforcé les bunkers, installé des radars et fait des îles une base militaire. Les Paracels sont fermement entre les mains de la Chine et tout le monde le sait. Pourtant, la Chine n'en avait pas fini, loin de là. Dans les années 1980, leurs ambitions ont de nouveau grandi et ils se sont tournés vers les îles Spratleys au sud. À ce moment, le Vietnam occupait déjà plusieurs récifs des Spratleys, tandis que la Chine cherchait aussi à s'y implanter. Le 14 mars 1988, les forces navales chinoises et vietnamiennes se sont affrontées près du récif Johnson Sud. La situation a rapidement dégénéré, passant d'une impasse à une fusillade. En quelques minutes, plusieurs navires vietnamiens furent coulés, laissant 64 à 74 marins morts. La Chine avait encore imposé sa force dans une zone disputée de la mer de Chine méridionale et repartait avec plus de territoire. Après l'affrontement, la Chine a contrôlé d'autres récifs dans les Spratleys. Le récif de Fiery Cross était alors une petite parcelle de corail, surtout submergée. Des décennies plus tard, la Chine extrairait des millions de tonnes de sable pour créer une île artificielle dotée d'une piste de 3 km, de défense antimissiles, de radars et de ports pour navires de guerre. Ces actions agressives dans les années 70 et 80 ont fait de la Chine le principal tyran régional, suscitant le ressentiment général. Même la Chine a compris qu'elle attirait trop d'attention, surtout après les batailles sanglantes de 1974 et 1988.
Le monde commençait à observer d'un peu trop près, et Pékin savait qu'il ne pouvait plus continuer à s'emparer des îles par des conflits ouverts. Les stratèges chinois ont conçu une tactique plus subtile, aujourd'hui appelée stratégie du salami par les experts. C'est comme découper lentement des territoires, en revendiquant un récif, en installant un avant-poste, assez discrètement pour sembler inoffensif, mais assez efficacement pour changer le contrôle régional sans déclencher de guerre ni réaction internationale sérieuse. Cet incident de collision de navires, montré au début, illustre parfaitement cette stratégie et a suscité de l'indignation. C'est sans doute pourquoi vous regardez cette vidéo. Mais combien de temps cette attention va-t-elle durer ? Quelques semaines tout au plus. Puis chacun passe à autre chose, tandis que la Chine accroît discrètement son influence. Ils utilisent la même stratégie depuis les années 1990, comme le montre le récif Michif. Au début de 1995, ce minuscule récif corallien submergé, à peine visible, situé à environ 130 000 nautiques au large de la côte de Palawan aux Philippines, était encore totalement inoccupé. Il était bien dans la zone économique exclusive des Philippines, reconnu et légalement leur territoire. Aucune présence humaine ni valeur stratégique apparente, du moins en apparence. Mais en seulement quelques jours, les pêcheurs philippins partis pour leurs sorties habituelles ont été choqués de découvrir un groupe de nouveaux bâtiments étranges, surmontés de drapeaux chinois flottant au-dessus d'eux. Pékin a prétendu qu'il ne s'agissait que d'abris pour pêcheurs afin de rester crédible, mais personne n'y a cru. En effet, il était inévitable que la Chine commence à draguer le récif et à y installer du matériel militaire. Manille a protesté, et les voisins de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ont vite exprimé leurs inquiétudes, redoutant d'être les prochains visés par Pékin. La situation a vite tourné à l'affrontement diplomatique. Les Philippines ont arrêté des pêcheurs chinois près du site pour gagner un avantage aux négociations. Finalement, après des semaines de va-et-vient diplomatique, la Chine a accepté d'entamer des discussions vagues sur un code de conduite, afin d'apaiser les tensions. Mais les Chinois ne sont jamais réellement partis du récif Michif. Au lieu de cela, ils ont discrètement continué à draguer du sable, à agrandir le récif, à construire des infrastructures militaires et à consolider leur position. Lorsque la situation s'est enfin calmée, la Chine avait réussi à s'emparer d'un autre morceau stratégique de territoire, juste sous les yeux de tout le monde. Et une fois de plus, ils s'en sont sortis, sans être inquiétés. Pour rendre la situation encore plus insupportable, la Chine a également commencé à adopter des lois nationales et à publier d'innombrables déclarations pour renforcer ses revendications. En 1992, ils ont adopté la loi sur les mers territoriales, affirmant leur souveraineté sur les îles Paracels et Spratleys, et se réclamant de droits historiques depuis la dynastie Han, il y a plus de 2000 ans, sans toutefois apporter de preuves crédibles. En même temps, la Chine s'affairait aussi à discuter aimablement avec les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, évoquant une sorte de code de conduite censé apaiser tout le monde et éviter les conflits. Sur le papier, cela semblait plutôt bien, mais c'était surtout une manœuvre habile de la Chine pour empêcher les 5 autres nations de s'unir. La Chine gagnait aussi du temps. Il faut reconnaître à l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est d'avoir convaincu la Chine de signer une déclaration de conduite non contraignante en 2002. Tous se sont engagés à régler les différends pacifiquement, éviter l'agression et ne pas occuper de nouvelles îles ou récifs. Cependant, un problème subsiste. La déclaration de conduite reste volontairement vague. Elle n'avait ni pouvoir d'application, ni sanction, ni moyen de punir un pays enfreignant les règles. Pourquoi ? Parce que la Chine avait absolument refusé de signer quoi que ce soit qui limiterait sa liberté d'action. Ils ont insisté pour que ce soit non contraignant, et strictement volontaire, ce qui signifiait que personne ne pouvait obliger la Chine, ou qui que ce soit d'autre, à s'y conformer. C'était justement le but. La Chine a exploité la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale pour prolonger indéfiniment les négociations sur les détails et les formulations, tout en poursuivant discrètement la construction de pistes, de stations radars, de bases et la fortification des îles déjà sous son contrôle. L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est est devenue effectivement impuissante, coincée dans un limbo diplomatique permanent, à parler sans cesse sans jamais pouvoir prendre de véritables mesures pour arrêter la prise de contrôle progressive de la Chine. De plus, la Chine utilisait la stratégie de la carotte et du bâton. Pékin séduisait parfois d'autres pays avec des offres de coopération, comme lorsque Deng Xiaoping a proposé de partager ressources et de mettre de côté les différends. Mais cette offre signifiait aussi partager selon les conditions chinoises, accepter l'accord ou faire face à un harcèlement et une intimidation constants. Le Vietnam l'a appris à ses frais. Lorsque Hanoï a rejeté la proposition de Pékin, des bateaux de pêche et des navires de guerre chinois ont commencé à pénétrer régulièrement dans les eaux vietnamiennes, interférant délibérément avec leurs explorations pétrolières et gazières.
Les navires chinois épronèrent les bateaux de pêche vietnamiens, poursuivaient les navires de recherche et perturbaient agressivement les opérations de prospection. En 2011, des navires vietnamiens, effectuant des recherches sismiques dans leur zone économique exclusive, ont vu leurs câbles volontairement sectionnés par des navires chinois. 2 fois en quelques semaines, un harcèlement similaire a aussi touché les Philippines, à la même période. Des navires chinois ont perturbé l'exploration près du banc de Reed, au large de Palawan, forçant Manille à envoyer des avions de chasse pour défendre ses droits territoriaux. La Chine adopte une méthode simple et très efficace. Plutôt que de lancer des missiles ou d'ouvrir le feu, elle privilégie l'envoi de garde-côtes et de bateaux déguisés en chalutiers pour harceler d'autres nations. Les experts appellent cela la stratégie du chou. Voici comment cela fonctionne. La Chine entoure lentement les îles ou récifs contestés avec des couches successives de navires. D'abord viennent les bateaux de pêche, qui semblent innocents mais sont, en réalité, opérés par des membres de la milice maritime, qui encerclent agressivement et menacent à quiconque tente de s'approcher de trop près. Derrière, la Chine déploie de plus gros navires garde-côtes. Plus loin, des navires de guerre lourdement armés patrouillant discrètement, prêts à intervenir si la situation dégénère. Quand quelqu'un réalise la situation et proteste, les navires chinois sont déjà là depuis des semaines ou des mois, rendant leur présence normale. Les plaintes semblent faibles, la résistance inutile. Avant que quiconque ne le remarque, la Chine contrôle la zone sans tirer un seul coup de feu. En 2010, le ministre chinois des Affaires étrangères, Yang Jiechi, a clairement déclaré aux diplomates d'Asie du Sud-Est que la Chine était plus grande et plus forte, et que leur pays était faible. C'était simplement ainsi que les choses étaient. C'était un message intentionnellement humiliant, délivré ouvertement, sans le moindre souci des convenances diplomatiques ou des conséquences. Et si vous pensez que ce que vous avez entendu jusqu'à présent semble mauvais, attendez un peu. Parce que ce n'est rien comparé à ce qui s'est passé lorsque Xi Jinping a pris le pouvoir en 2013. Sous Xi, l'intimidation de la Chine est devenue plus méchante, plus audacieuse et tellement agressive qu'il est devenu impossible pour le reste du monde de détourner le regard. Vous vous souvenez du banc de Scarborough, dont on a parlé plus tôt? Oui, le même endroit où ces 2 navires chinois sont entrés en collision de façon embarrassante il y a seulement quelques jours. Il s'avère que plus de 10 ans plus tôt, en avril 2012, une frégate de la marine philippine avait repéré un groupe de bateaux de pêche chinois près de Scarborough, qui récoltaient apparemment des bénitiers géants, en danger, et ramassaient illégalement des coraux. Les Philippines ont voulu intervenir, mais la Chine a aussitôt envoyé ses garde-côtes, provoquant une confrontation tendue. Pendant des semaines, les 2 camps se sont échangés des insultes et ont effectué des manœuvres agressives. 3 mois plus tard, en juin, les États-Unis ont aidé de façon informelle à obtenir un accord. Les 2 camps devaient retirer leurs navires pour mettre fin pacifiquement à l'impasse. Les Philippines ont respecté l'accord et retiré leurs navires. La Chine n'est jamais partie, envoyant même plus de navires et bloquant l'entrée du lagon. Ils l'ont fermé avec des cordes pour bloquer les pêcheurs philippins. À partir de ce moment-là, les communautés de pêcheurs philippines, qui dépendaient très fortement du récif de Scarborough, se sont retrouvées complètement exclues. Les navires de la garde côtière chinoise les chassèrent souvent, les arrosaient de canons à eau, ou frôlaient leurs bateaux, risquant de les faire chavirer. Cet incident a été un réveil brutal pour Washington. Ensuite, il y a le grand mur de sable. Dès fin 2013 et surtout en 2015, la Chine a mené une vaste construction d'îles sur 7 récifs, des Spratleys précédemment pris au Vietnam, aux Philippines et à d'autres. La Chine a littéralement dragué du sable du fond marin. En quelques années, la Chine a créé plus de 3200 acres de terre nouvelle. Des récifs auparavant invisibles à marée basse abritent maintenant des pistes, des bâtiments et des bases militaires visibles depuis l'espace. Au moment où Washington s'est rendu compte de ce que la Chine était réellement en train de faire, les îles étaient pratiquement terminées. Ainsi, en 2015, les États-Unis ont lancé des opérations de liberté de navigation, appelées FONOPS. En octobre, le destroyer américain United States Ship Lassen a volontairement navigué à moins de 12 milles nautiques du récif Subi, défiant les revendications territoriales chinoises sur ces îles artificielles. La Chine, comme on pouvait s'y attendre, était furieuse. Pékin a aussitôt déployé sa marine pour suivre les navires américains, émettant des avertissements radio et exigeant que le United States Ship Lassen quitte le territoire chinois. Mais les États-Unis ont continué à naviguer. Et ces opérations de liberté de navigation se poursuivent encore aujourd'hui, rappelant régulièrement à la Chine et au reste du monde que ces îles artificielles ne donnent légalement à la Chine aucune nouvelle eau territoriale. Ce mois-ci, le 13 août, seulement 2 jours après la collision de navires chinois, la marine américaine a traversé les mêmes eaux.
le destroyer lance-missile United States Ship Higgins et le navire de combat littoral United States Ship Cincinnati ont croisé près du récif de Scarborough, étroitement suivi par un autre navire de guerre chinois. Pour les nations d'Asie du Sud-Est, cette tension devient tristement banale. Imaginez vivre près d'une superpuissance qui exerce une pression constante, teste vos limites et attend l'occasion de s'emparer d'un territoire ou de vous interdire l'accès à vos eaux. Aujourd'hui, la garde côtière chinoise est la plus grande au monde, au point de devenir quasiment une seconde marine. En 2018, la Chine a regroupé plusieurs agences maritimes en une puissante garde côtière sous contrôle militaire. Presque immédiatement après, Pékin a commencé à construire et à déployer rapidement d'énormes navires ultramodernes, certains étant même plus grands et plus robustes que de véritables destroyers de la marine. Ces navires possèdent notamment des coques renforcées, spécialement conçues pour des manœuvres agressives comme l'éperonnage, des radars militaires avancés capables de suivre des navires sur de vastes zones, et de puissants canons de 76 mm capables d'infliger de sérieux dégâts. C'est pourquoi, même aujourd'hui, en 2025, la Chine a toujours indéniablement l'avantage, du moins en termes de puissance militaire brute. Aucune des nations d'Asie du Sud-Est ne peut, de façon réaliste, rivaliser avec la Chine navire contre navire, avion contre avion, ou dollar contre dollar. Mais ce qui change vraiment récemment, c'est la détermination et l'unité de ces nations qui refusent la domination chinoise. Du Vietnam qui renforce ses avant-postes insulaires, aux Philippines qui renouent avec leur alliance américaine, accueillant à nouveau ouvertement des bases américaines, et invitant à des patrouilles conjointes avec des pays comme l'Australie et le Japon, en passant par la Malaisie et l'Indonésie, qui poursuivent avec confiance leurs projets pétroliers et gaziers malgré l'ingérence de Pékin. La région s'unit enfin contre l'intimidation incessante de la Chine. Les tactiques d'intimidation de la Chine fonctionnaient autrefois, les autres nations restant silencieuses par crainte. Aujourd'hui, au lieu d'intimider ses voisins, les actions agressives de la Chine renforcent leur détermination. La vérité, c'est que la Chine manque d'options. Elle peut harceler ou intimider des bateaux de pêche, mais évite toujours un conflit militaire. Pourquoi ? Même Pékin sait qu'une vraie guerre entraînerait vite une intervention américaine, une réaction internationale et un isolement économique paralysant. Exactement le genre de scénario cauchemardesque que la direction chinoise veut désespérément éviter. L'hésitation de la Chine à entrer en conflit ouvert a justement donné aux petites nations la confiance de riposter plus fermement. Bien sûr, Pékin peut inonder la région avec des centaines de navires et d'avions, mais elle ne peut toujours pas verrouiller complètement le contrôle sans risquer une guerre qu'elle veut désespérément éviter. De l'autre côté, ces petits pays ne peuvent pas complètement chasser la Chine, mais ils peuvent certainement refuser à Pékin la victoire nette et incontestée qu'elle convoite. Chaque fois que la Chine va trop loin, percutant des bateaux, utilisant des canons à eau ou des lasers aveuglants, elle ne fait que renforcer la résistance internationale et affaiblir sa position stratégique. Les revendications historiques de la Chine, fondées sur d'anciennes cartes et récits, ont été discréditées par le droit international. Aucun autre pays au monde ne soutient l'idée de Pékin selon laquelle la mer de Chine méridionale devrait être le lac personnel de la Chine, en raison de l'attitude plus agressive de la Chine. Des pays autrefois neutres ou silencieux prennent désormais position et interpellent Pékin. Même les États-Unis, qui il y a 10 ans faisaient surtout des patrouilles symboliques, déploient maintenant activement une présence militaire rotationnelle plus permanente aux Philippines. Ce scénario est exactement ce que Pékin tentait désespérément d'éviter depuis le début. Une présence militaire américaine élargie, installée juste à la porte de la Chine. Si la Chine avait été plus patiente, plus discrète ou avait vraiment cherché à négocier, elle aurait sans doute pu tenir l'Amérique à distance. Elle a finalement formé la coalition de rivaux qu'elle craignait. Certains estiment que les îles artificielles de la Chine lui offrent un avantage militaire. En effet, ces bases seraient en première ligne en cas de conflit, mais restent des cibles fixes vulnérables face aux contre-mesures des autres pays. Les puissances régionales acquièrent des missiles anti-navires, des radars avancés, et modernisent leur marine pour contrer ces forteresses insulaires. Les États-Unis et leurs alliés ont adapté leurs tactiques, privilégiant des opérations dispersées, sous-marins et armes longue portée pour neutraliser les bases insulaires chinoises en cas de guerre. Ce phénomène ne concerne pas que l'Amérique. L'expansion de la Chine en mer de Chine méridionale attire une présence navale étrangère inédite. En 2021, le groupe du porte-avions Reine Elisabeth a traversé délibérément la mer de Chine méridionale. Cela ne serait pas arrivé sans les provocations de la Chine. L'Inde aussi fait de plus en plus naviguer ses navires de guerre dans la mer de Chine méridionale, en partie pour envoyer un message à Pékin. En voulant remodeler la région, la Chine a involontairement favorisé la création d'une coalition mondiale pour contenir ses ambitions.
Si la Chine poursuit sa trajectoire, des affrontements plus fréquents sont probables. Pas forcément une guerre ouverte, mais des frôlements, des incidents en mer, et des face-à-face dangereux. Il n'y a tout simplement aucun signe que la Chine envisage de reculer. Bien au contraire, en fait. Il y a seulement quelques années, la Chine a adopté une nouvelle loi permettant à ses navires des gardes-côtes d'utiliser des armes dans les zones qu'elle revendique comme ses propres eaux, chaque fois qu'elle estime que sa souveraineté est menacée, ce qui signifie en gros chaque fois qu'elle en a envie. Malheureusement, une seule conclusion s'impose. La Chine a toujours agi en tyran et continue aujourd'hui. Et elle continuera à agir de cette façon à moins que quelqu'un ne finisse par riposter suffisamment fort pour l'arrêter. Au final, que la Chine a-t-elle vraiment gagné avec ce harcèlement ? Ils ont certes acquis des milliers d'hectares d'îles artificielles et l'accès à de grandes réserves de pétrole et de gaz, mais leur entretien est aussi très coûteux. Certaines coulent déjà, d'autres s'érodent. En cas de guerre, elles deviendraient de grandes cibles prêtes à être frappées. Ils ont chassé les pêcheurs, mais les populations de poissons dans la région s'effondrent déjà de toute façon. La Chine a peu touché au pétrole et au gaz. Mais franchement, qui voudrait s'associer à un tyran capable de trahir à tout instant ? La plupart des forages de la Chine se font encore près de son propre littoral. Les réserves plus profondes dans la mer de Chine méridionale disputée, soi-disant si précieuses, restent presque totalement inexploitées. Tout cela à cause de la tension constante et de la méfiance que Pékin a créée. Si la Chine poursuit ses intimidations, elle en subira de lourdes conséquences. Lesquelles ? Un conflit dévastateur pourrait anéantir des décennies de croissance économique, y compris celle de la Chine ? Peut-être une course aux armements continue à ses frontières, mobilisant des ressources utiles au bien-être intérieur. Ou peut-être juste l'instabilité et la méfiance constante dans une région que la Chine cherche à dominer. Un vieux dicton dit qu'on peut gagner toutes les batailles, mais perdre la guerre. C'est ce qui arrive actuellement à la Chine. Elle a gagné de nombreuses batailles en mer de Chine méridionale, mais perd lentement la guerre pour l'influence, la stabilité et la confiance régionale. La peur peut faire taire les petits pays pendant un certain temps, mais la peur seule est faible. Ceux que vous intimidez trouvent des alliés, s'unissent et isolent l'intimidateur. Merci d'avoir regardé.